Alors, les sports aquatiques adaptés aux pathologies chroniques. Les principes d'utilisation des outils et la mise en place de ces activités adaptées aux pathologies chroniques prennent pour exemple ici les sports aquatiques, mais le principe reste le même pour tous les sports au final. La première chose à faire est évidemment de cibler le public auquel on s'adresse. Les pathologies chroniques auxquelles on peut être confronté, qui vont venir nous voir pour pratiquer une activité physique adaptées, seront à dominance cardiaque, métabolique, neurologique ou ostéo-articulaire. Toujours se rappeler que c'est une dominance. Quelqu'un qui a fait un cancer peut faire une hypertension invalidante. Un diabétique qui a pathologie métabolique peut avoir une maladie neurologique quelconque, ou une périarthrite de l'épaule, ou cette fracture à la cheville, etc. Donc il s'agira dans le public de cibler ce qui est dominant d'un point de vue restriction du bouger, sans oublier les limitations annexes. Donc toutes ces pathologies chroniques peuvent entraîner des limitations particulières qui peuvent être permanentes ou temporaires et qui peuvent évidemment entraver l'activité. Alors, ces limitations particulières peuvent être dues à des altérations cicatricielles, cutanées, immunitaires, et surtout, ce qui va nous importer le plus dans nos activités adaptées, les limitations douloureuses. L'adaptation de l'activité physique doit porter donc sur l'intensité de l'effort. Alors deux marqueurs importants à prendre en compte, c'est l'effort cardio-pulmonaire et évidemment l'effort métabolique de l'organisme pour pouvoir apporter suffisamment de nutriments aux muscles pour cet effort. Donc dans le diabète, c'est évidemment quelque chose d'important. Les limitations dans le mouvement, donc deux types de limitations à prendre complètement en compte et évidemment à évaluer d'emblée, les limitations d'amplitude et les limitations en force. Alors très différent, l'amplitude, rétraction, douleur. La force, ce sont les pathologies musculaires, voire pathologies neurologiques, si vous avez des scléroses en plaques par exemple, perte de force très très importante, et puis toujours dans les cancers où on a tout à la fois. Les pertes de contrôle neurologique, alors là, très particulières, à bien cibler, bien connaître, et évidemment un public particulier à prendre en charge. Alors elles peuvent être centrales, ce sont les accidents vasculaires cérébraux, les atteintes cérébrales, et puis une grosse demande pour les activités physiques adaptées, les gens atteints de Parkinson. Les pertes de contrôle périphériques, ce sont principalement celles que nous aurons, ce sont les neuropathies suite aux chimiothérapies chez les cancers. Dans tout ça, il faut savoir prendre le potentiel évolutif de la maladie en compte. Est-ce que c'est une maladie qui n'est pas encore déclarée? On est dans la prévention primaire. Est-ce que c'est une maladie stabilisée ou guérie avec des séquelles? On est là dans une prévention secondaire. Est-ce que c'est une maladie évolutive? Et là, on est dans une prévention tertiaire avec une prise en charge en réseau, en équipe, des compétences particulières. Le stade, sachant que les patients peuvent passer d'une maladie guérie avec séquelles à une récidive sur une maladie évolutive tout au cours de notre proposition d'activité physique adaptée. Donc c'est un potentiel évolutif qu'il faut recibler de temps en temps. Le stade évolutif de la personne par rapport à cette pathologie, alors là il est très important d'un point de vue coaching. On ne va pas se trouver du tout devant le même psychisme, devant la même volonté de faire, dans une période de découverte de la maladie, période de sidération complète, où là la motivation pour venir faire une activité physique adaptée va être la motivation de l'entourage, de la prescription, de dire il faut faire. La période d'acceptation où là on commence à avoir un petit peu plus de décision de la part de la personne, la motivation pour venir ne va pas être la même,
et on ne va pas faire jouer les mêmes ressorts. Et puis la période de rejet qui est incontournable, après laquelle il ne faut pas passer à côté, c'est la période à laquelle on doit se vendre le mieux, nous, pour garder les gens dans une activité qui leur apporte, d'un point de vue sociabilisation, contact avec les autres, beaucoup de choses. Et il faut savoir que là, d'un point de vue activité physique pure, c'est un petit peu secondaire par rapport à cette activité de sociabilisation et de contact. Au cours de ces phases, donc, il faut être capable de s'adapter au contexte finement, sans arriver avec ses 2 gros sabots. Il faut donc garder des outils d'évaluation de l'activité et garder des outils d'évaluation du pratiquant. Avoir un retour sur son activité permanent, se poser les bonnes questions. Est-ce que je fais bien? Le doute n'est pas négatif. Le doute doit pousser à s'adapter encore mieux la fois suivante. Il faut absolument éviter la mise en échec, à la fois du pratiquant, mais aussi des encadrants. Les outils d'évaluation de l'activité. Alors, ils sont essentiels, évidemment. Savoir évaluer son activité pour justifier ses besoins, ça c'est très très important. Il va falloir trouver des sous, il va falloir se vendre. Donc il faut absolument savoir évaluer son activité pour la vendre aux gens qui possèdent les budgets et les structures pour qu'on puisse évoluer. Il va falloir aussi pouvoir l'adapter aux besoins des publics. Parce que dans tout ça, l'important, ça va être de la faire évoluer, à la fois sur des publics différents qui en auront besoin, et puis la faire évoluer aussi dans nos pratiques pour être de plus en plus performants. Les moyens à disposition, eh bien, on en a. Ce sont les labellisations qui vont nous ouvrir la porte de la reconnaissance et donc des subventions. La fréquentation. Donc ça, c'est vraiment le ciblage des publics qui est à la base de ça. Et puis la compétence. Il faut absolument insister sur la formation des cadres, la formation des intervenants. L'évaluation des pratiquants doit être permanente. On ne range pas les pratiquants dans des cases. Les cases peuvent bouger. On a le droit de faire un infarctus quand on a fait un cancer, et cependant qu'on fait de la natation adaptée. Elle doit être sans a priori, nageur, non nageur. Nous, on met tout le monde dans le même bassin, à faire les mêmes activités, sans leur donner l'occasion de se poser de questions, de savoir s'il faut nager pour savoir faire. Personne ne sait faire. Aux nageurs, on demande de faire des choses qu'ils ne savent pas faire en nage, et aux non-nageurs, on leur demande de faire des trucs dont ils n'ont absolument pas idée qu'ils sont capables. Dans tout ça, ne jamais mettre en échec, encore une fois, ni les pratiquants Kant, les encadrants encadrantes, et surtout le groupe. L'évaluation doit contribuer à façonner un groupe capable de porter les progrès de chacun dans l'activité et de supporter chacun dans ses périodes récessives. Cette phrase-là, on doit la voir à la tête, à la figure, au cerveau en permanence. Façonner un groupe de façon à ce que le groupe devienne autonome dans son évolution et dans sa prise en charge les uns des autres. Non pas dans le cadre de la maladie, mais dans le cadre du plaisir à être en activité physique. Façonner un groupe capable de porter les progrès de chacun dans l'activité, l'auto-encouragement, et de supporter chacun dans ses périodes régressives. Ça demande une énorme maturité de groupe, la moindre mise en échec de quelconque qui soit au bord du bassin ou dans le bassin aboutira à l'échec de cette création d'un groupe mature. L'utilisation des ateliers est un élément majeur de l'activité physique adaptée, dans la mesure où chacun doit pouvoir à tout moment réussir les exercices qu'on lui propose, qu'ils soient en phase régressive ou en phase progressive. Donc l'utilisation des ateliers est compliquée pour l'encadrant. Elle se base sur les physiopathologies ciblées. Il faut absolument savoir ce qu'on y fait, ce que l'on veut, avoir un but précis dans son atelier et prévoir à l'avance les remédiations aux difficultés de mise en place de l'exécution. Ces ateliers doivent être adaptables, proposés à tous les participants avec une intensité adaptée à chacun. L'utilisation des ateliers diversifiés doit permettre au cours d'une même séance de favoriser l'effet groupe,
d'individualiser la réalisation de l'exercice, d'utiliser l'effet groupe pour proposer des activités nouvelles et intégrer de nouveaux participants à ces activités. Il faut que ce soit le groupe qui pousse des gens qui ont a priori des capacités différentes de faire les exercices qu'on leur propose. L'effet groupe va jouer, ils vont faire comme les autres. On a ici sur cette photo un exemple de partage de bassin, tout à fait intéressant, avec 3 activités complètement différentes, matérialisées par les lignes d'eau. Donc une initiation à la plongée, découverte de la plongée en bouteille. Alors donc une activité extrêmement encadrée, avec des professionnels parfaitement rodés, etc. Sur la ligne du milieu, on a une activité parfaitement maîtrisée par le groupe qui s'autogère. Coulée, départ en battements ventraux, voilà, pas de problème. Et ceux qui sont un petit peu plus en difficulté dans leur autogestion sont à la ligne du fond, où ils vont faire une activité, ils sont assis sur des planches en fait, et ils progressent avec les bras à proximité du bord, surveillés par l'encadrant qu'on voit au bord du bassin sur cette ligne, alors que la ligne du milieu est autonome dans sa gestion du groupe. Donc, l'atelier plongée, par exemple ici, se trouvait ouvert à tout le monde. On n'a obligé personne, mais dans les faits, le fait de pouvoir y aller librement, sans obligation, eh bien, a fait que tout le monde a voulu essayer et passer par l'atelier avec ses compétences. Et nous arrivons avec ces ateliers diversifiés à passer sur une rotation informelle entre les 3 ateliers sans que les gens se sentent obligés de quoi que ce soit. Mais c'est à leur disposition, donc ils se sentent capables de le faire aussi.